Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Bonjour à tous et bienvenue dans Destin de femme, l'émission qui met en lumière des parcours féminins inspirants. Aujourd'hui, nous recevons Rivka Namias, une femme aux multiples facettes, joaillère, thérapeute, holistique et auteure. À travers ses créations et son engagement, elle incarne une vision du féminin alliant beauté, spiritualité et empowerment. Bonjour Rivka Namias, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors première question, quel a été le tout premier élan de création dans votre vie ? De création spirituelle, matérielle, de création, mais c'est la vie. Toutes sortes de création, parce que vous êtes une créatrice. Oui. Alors, est-ce que vous vous souvenez, est-ce que ça a commencé tôt ? Ça a commencé à l'école primaire où je faisais des bijoux que je vendais dans la cour de récréation. Et genre, je prenais un petit bonbon comme ça, je collais un pins derrière et je vendais un bonbon. C'était des bijoux mangeables en fait. C'est intéressant. Donc là, j'étais toute petite, voilà. Ouais. Ça me rappelle, je viens de m'en souvenir. Ouais. Et dites-moi, comment vous êtes passée justement du monde de la joaillerie au monde de l'accompagnement spirituel ? Alors, j'ai toujours eu une vie parallèle. Donc moi, j'ai commencé au magazine Elle pendant longtemps. J'étais journaliste, j'étais rédactrice de mode. Ensuite, j'ai été rédactrice beauté. Ensuite, je me suis occupée du service beauté d'un autre magazine. Et puis ensuite, je suis devenue joaillère. C'est pas arrivé comme ça. J'avais écrit déjà sur la joaillerie. Ensuite, j'ai fait une école, je suis devenue joaillère. Et pour ce qui est de la spiritualité, c'est ça, en fait, de l'accompagnement bien-être, en fait, j'ai toujours fait beaucoup de formations parce que j'étais assez mal dans ma peau. Oui. C'est-à-dire, tout en ayant une carrière éclatante, flamboyante, j'étais pas très bien dans ma peau. Donc, en parallèle, je travaillais sur moi. Et c'était quoi ? C'était un manque de confiance parce que quand on vous entend, enfin, c'est incroyable, vous êtes joaillère, vous avez été rédactrice en chef, vous avez travaillé dans la mode, maintenant vous faites, vous officiez dans la spiritualité. Comment on peut être mal dans sa peau avec tout ça ? C'était pas un manque de confiance, c'était un mal dans sa peau. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être dans un bocal, je pourrais le dire comme ça, et je cherchais un peu l'air, je cherchais un peu à sortir de ce bocal qui était plein de monde, plein d'énergie, que j'arrivais pas forcément à gérer. Oui. Et donc j'ai toujours cherché à côté, j'avais des colères en moi, j'avais des petites zones de dépression que j'avais envie de régler. Et j'ai fait plein de formations, j'ai fait de la médecine traditionnelle chinoise, j'ai appris le shiatsu, j'ai appris énormément de choses tout au long de ma carrière parallèle. Et puis j'ai appris le Theta Healing, qui est une méthode créée par Viana Stibal en 1995, qui était superbe aussi, qui m'a aussi soignée. Toutes ces choses-là m'ont soignée, m'ont guérie. Oui. Et puis un jour, je n'avais pas du tout l'intention d'être thérapeute spirituelle, j'étais devenue. Parce que je me demandais comment on passe de la joaillerie finalement à la thérapie. Je ne voulais pas être thérapeute. Même quand j'avais fait de la médecine traditionnelle chinoise, je ne voulais pas piquer les gens, je ne voulais pas ça. Et thérapeute, je ne voulais pas. Et puis ce qui s'est passé, c'est que je le faisais avec mes copines ou avec d'autres thérapeutes. Oui. Et puis le Covid est arrivé. Et là, il y a eu le confinement. Et Malka m'a appelée. Oui, Malka Braun. Notre amie Malka Braun. Notre amie commune. Malka Braun m'a appelée. Grande maquilleuse. Voilà. Et m'a dit, je suis pas bien, fais-moi une séance. Donc, comment je vais te faire une séance, puisqu'on se touchait la main à l'époque. Oui. Comment je vais te faire une séance ? Je ne savais même pas, moi, que la visio existait. Hein. J'ai fait une séance par téléphone, ça a marché. Puis une deuxième amie m'a appelée. Fais-moi une séance, j'ai des palpitations, je suis trop mal. Ok. Et puis donc, c'était ça, finalement, la révélation. On a commencé, et ça marchait. Oui. Et en fait, donc j'ai fait du Theta pendant tout le confinement. Mais votre mission, c'est quoi exactement ? Ma mission aujourd'hui, alors j'ai accepté la mission de devenir thérapeute. Je voulais pas. Et puis, je me suis rendu compte que ça marchait. On est passé au visio, on a élargi le cercle, élargi. J'ai fini par faire du Theta Healing avec des gens que je connaissais pas. Et en novembre, donc plusieurs mois plus tard, bien 6 mois plus tard, j'ai vu que ça fonctionnait, que les gens allaient bien, je me suis dit, on le fait, et j'ai accepté. C'était ça ma mission. Parce que vous êtes toujours quand même dans le spirituel, même vos bijoux, ils représentent des talismans. Que signifient ces objets pour vous ? Alors, mes bijoux, donc là par contre, j'ai créé ma société bien avant le Covid. Hein. Il y a 10 ans, j'ai commencé à faire des bijoux
je voulais créer la lettre Yud. D'ailleurs, c'est mon logo, la lettre Yud. Je voulais créer la lettre Yud en joaillerie. C'est une lettre hébraïque. C'est une lettre hébraïque, c'est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque. Elle représente l'humilité, elle représente ce qui est petit dans le grand, elle représente l'initiale du nom de Dieu, Israël, Jérusalem et encore tellement d'autres choses. Et en fait, c'est une lettre qui a une énergie qui vient, qui descend et qui ensuite se diffuse. Elle est comme une virgule, oui. Et elle se diffuse et elle circule comme ça autour de nous. Et c'est une lettre qui est protectrice, qui est créatrice et protectrice. Je voulais la créer en joaillerie. Oui. Vous avez créé le piercing interdit. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les gens me disent piercing interdit. En fait, piercing interdit, c'est parce que chez moi, dans la tradition juive, le piercing est interdit. Et je l'ai appelé piercing. En fait, j'ai créé une marque de piercing. Pourtant, on peut aussi se faire des trous dans les oreilles. Normalement, non. Normalement, non. Non, on ne touche pas au corps, pas de trous dans les oreilles, pas de trous dans le corps, pas de tatouage non plus. Et j'avais envie de créer cette marque de joaillerie pour les piercings, c'est-à-dire... Oui. C'était très audacieux quand même. Hein, voilà. En réalité, c'est les oreilles et le nombril surtout. Hein. Oui. Mais j'avais envie, et puis je l'ai appelé piercing interdit aussi parce que il y a un chuchotement, piercing interdit. C'était un peu, viens voir, je vais te montrer quelque chose. Oui, c'est assez sexy quand même, voilà. Votre affaire. Dites-moi, comment vous choisissez vos pierres et vos symboles? Bon, les symboles, je les choisis dans le judaïsme. C'est dans les prières. C'est beaucoup de 72 noms de Dieu. C'est beaucoup de Kabbale. Après, bon, ici, voilà, j'ai par exemple, ici j'ai un diamant. C'est très très classique. On le retourne, c'est une Magen David. Sur ma main, je porte des Yud. Aux oreilles, j'ai des Yud. Mais tout est caché. Mais c'est purement intuitif ou bien c'est lié finalement à un signe énergétique? Alors, soit je fais un talisman pour une personne, et là, je vais voir sa date de naissance, sa paracha, c'est-à-dire la portion de la Torah qui est associée à sa date de naissance. Et ça, vous faites ça pour tout le monde? Pour ceux qui le demandent. Sinon, j'ai une collection classique, et pour ceux qui le demandent, je fais un talisman sur mesure. Oui, oui, oui. Quel bijou ne vous quitte jamais? Mon bracelet de main ne me quitte jamais. Mon bracelet de main ne me quitte jamais. Et mes petits bijoux d'oreille parce que je les enlève pas. Et vous avez vu des transformations des femmes? Et mes bracelets de cheville ne me quittent jamais. Qui porteraient vos bijoux et qui finalement se transforment, retrouvent de la sérénité. Ça, vous le voyez? J'entends des femmes qui me disent « je ne quitte jamais mon Yud ». Et c'est surtout sur la lettre Yud où je ne quitte jamais le bijou que tu m'as fait. Oui. J'écris des fois j'ai fait un bracelet récemment, c'est juste une plaque dorée, brossée, mais à l'intérieur de la plaque, il y a un petit mot du Cantique des Cantiques. Voilà. Et donc la femme, elle a sa protection sans qu'elle se voie. Et elle me dit, je quitte jamais mon bracelet. Merveilleux poème, hein, le Cantique des Cantiques. Je crois que c'est la plus belle d'ailleurs déclaration d'amour. Alors en tant que thérapeute, qu'est-ce que vous cherchez à réveiller chez les femmes? Et les hommes. Et les chez hommes. Tout le monde. Ouais. Je cherche à aligner les chakras, en fait, c'est-à-dire la pensée, le désir, l'expression et la manifestation, afin que les gens puissent accomplir ce qu'ils ont envie d'accomplir sans être pollués par toutes ces peurs qui viennent perturber l'énergie. Et quels blocages reviennent le plus souvent? La peur de ne pas être aimé. Chez les hommes et chez les femmes? Oui, c'est la peur de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu, d'être rejeté, ce qui revient au même à peu près. Voilà, c'est ça. Et dans votre approche, quelle est la place du corps, du ressenti? Comment ça fonctionne en fait, votre thérapie? Ouais, comment ça fonctionne? Par miracle. Est-ce que vous rentrez en méditation, c'est ça? Oui, moi je rentre en méditation. C'est une méditation que j'ai expliquée dans un livre, puisqu'on m'a souvent demandé comment je faisais. Je rentre dans une méditation, je me mets en onde cérébrale θ. L'onde cérébrale θ, c'est l'onde cérébrale dans laquelle le cerveau passe juste avant le sommeil, ou quand on est en contemplation, on est en onde cérébrale θ. Alors moi, je mets mon cerveau en onde cérébrale θ par une méditation, et puis j'élève le niveau de conscience, et jusqu'à aller à la lisière de l'espace-temps, où se situe donc le champ quantique, donc le champ de pure potentialité. Et là, je vais travailler avec le champ de pure potentialité
ma présence et le libre arbitre de la personne en face de moi. Oui, parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est une science. On a l'impression que tout ça est très spirituel, on ne maîtrise pas trop en fait ce que vous êtes en train de dire. Mais tout ça, vous l'avez appris, c'est scientifique. Hein. Oui, c'est scientifique, c'est très concret. On sait aujourd'hui que tout est énergie. On sait aujourd'hui qu'on peut guérir à distance et que la pensée est volatile et l'intention aussi, et qu'on peut travailler et qu'on n'est que vibration. Tout est vibration. Donc si je repère une vibration qui ne va pas très bien parce qu'il y a un blocage quelque part qui fait que, par exemple, vous n'êtes pas à l'aise dans ce que vous êtes en train d'accomplir, eh bien, et c'est ça qui est magique, c'est que dans la séance de Theta, étant donné que les programmes limitants, entre guillemets, c'est-à-dire les programmes de survie qui ont été programmés dans l'enfance, ont été programmés en ondes cérébrales Theta, parce que l'enfant passe jusqu'à l'âge de 7 ans, il passe la plupart de son temps en ondes cérébrales Theta. Avant de dormir, il dort, il est là, tout le monde est là, et lui, il emmagasine, il fait son programme. Alors il faut être comme ça, mamie elle a dit, papy, il ne faut pas être riche, il faut être gros, il faut être ci, ça, machin, etc. Donc il se programme, tout va bien. Il a programmé son schéma pour être aimé. Et puis un jour ça dysfonctionne parce qu'il est en dehors du champ familial, et ce n'est pas du tout comme ça en fait que ça se passe à l'extérieur. Mais il a programmé ça en ondes cérébrales Theta. Donc ensuite il peut faire toutes les psys qu'il voudra. Ça ne marchera pas. Il comprendra ce qui se passe, mais pour le déprogrammer, il faudra que ce soit un coup de chance. Oui. Alors que quand on va dans le même niveau vibratoire, dans la même fréquence, et qu'on voit, parce que c'est la pratique aussi, où c'est un petit peu plus sombre, on va dire, ou plus difficile, c'est facile de retirer une vibration et de la remplacer par une vibration beaucoup plus ajustée. Ça paraît mais tellement improbable votre affaire. Et puis moi, ce qui m'étonne quand je vous entends parler, c'est que vous venez du monde de la mode. C'est vrai, quand on imagine les gens de la mode avec cette superficialité, il paraît que le monde des médias, justement de la mode, vous dites que vous venez d'elle, c'est hyper compliqué entre femmes, etc. Et là, vous avez carrément basculé dans la spiritualité. On a l'impression de voir deux femmes au lieu d'une. Vous avez eu un drôle de parcours, vous? C'est vrai, je me suis transformée. Ouais. C'est-à-dire que c'est ce que j'étais déjà, oui. Puisque ce n'est pas arrivé soudainement, et ce n'était même pas un désir, mais la vie a fait que je me suis transformée. Et ce que j'ai côtoyé, c'est-à-dire un monde qui est quand même difficile, oui. Qui est un monde donc professionnel de grosses sociétés, oui. Donc grosse entreprise avec quand même des tensions, puis il faut sortir les choses à l'heure, et puis il y a quand même des tensions, beaucoup de femmes. Oui. Ça se passait bien entre femmes? Il y avait de la sororité quand même? Non. Non, hein? Non. Vous êtes beaucoup plein de ça, vous? Il n'y a pas de femmes qui vous ont aidé? Si. Quand même? Si. Il y a plein de femmes qui m'ont aidée. Qui, par exemple? Alors, Karine Roitfeld, avec qui j'ai commencé, Martine Sicard, qui était directrice de la beauté du L, et c'est elle qui m'a tout appris. Donc, il y en avait de la sororité? En fait, oui, il y en avait, mais globalement, oui, il y en avait, et elles m'ont aidée, heureusement. Et, enfin, elles m'ont aidée, elles m'ont permis de comprendre et de travailler et d'évoluer. Mais dans l'ensemble, il y a, il y a de la sororité, oui. Mais pas suffisamment, en fait. Non, pas suffisamment. Dites-moi, vous dédiez votre vie aux autres, hein, à leur bien-être, à leur santé. On va parler de vous. Quelle est la place de l'amour pour vous aujourd'hui dans votre vie? L'amour, c'est une vibration qui est très importante pour moi. Donc, je ne connecte qu'avec des gens dont je ressens la capacité d'aimer. Vous avez eu des grandes histoires d'amour? Oui, j'ai eu des grandes histoires d'amour. J'en ai eu 2 qui étaient belles, qui étaient grandes, qui se sont terminées. Je ne me suis pas mariée, je n'ai pas eu d'enfants, mais j'ai connu des belles histoires d'amour. Et le fait de ne pas avoir d'enfants par rapport aux injonctions de la société, vous le vivez comment? Aujourd'hui, ça va. Par moments, je l'ai mal vécu, surtout que j'en voulais. Donc, ce n'est pas un choix de femme qui ne veut pas d'enfants. Mais ça ne s'est pas passé. Et aujourd'hui, ça me va très bien. Oui. Aujourd'hui, ça va. Il y a de plus en plus de femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants et qui vivent très bien avec. Vous pensez que ça, c'est une évolution de la société? Alors, je vais vous dire, les femmes que je connais qui ne voulaient pas d'enfants en ont eu. C'est un peu comme les gens qui disent « je ne veux pas me marier » et finalement qui disent bah, « finalement, je me suis mariée ». Et je crois que c'est au-delà de ce qu'on veut ou pas. Ça arrive ou pas. Ça se passe à un moment où... C'est le moment. Oui. C'est un regret pour vous? Voilà. Non. Non? Non, c'est pas un regret. Plus maintenant. Comment on fait? Est-ce que c'est difficile quand on est une femme libre comme vous, intense, même plus connectée,
Et quand on est dans une relation? Ça va. On a les mêmes problèmes que tout le monde. Vous n'êtes pas comme ça à Et les mêmes décrypter joies. quels sont les problèmes? Non. Qu'est-ce que je peux soigner? Où sont Non, les surtout manquements? pas. Non, mais surtout pas. Non, je divise. C'est-à-dire que ma vie professionnelle, ma vie privée, c'est la même chose, puisqu'en fait, je passe de l'un à l'autre très facilement. Mais même avec mes amis, je ne vais jamais regarder. Je ne les regarde pas sous l'angle thérapeutique. D'abord, je ne me permettrai pas, et puis je n'ai pas envie de ça. Oui. Et puis j'adore voir les gens évoluer comme ils sont. Et non, pas du tout. J'ai pas du tout je ne fais pas ça, non. Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Parce que vous parliez d'un mal-être en début d'émission. Aujourd'hui, tout ça, c'est réglé? Aujourd'hui, alors, oui, je pense que c'est réglé. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus fluide. Mais je me souviens quand même d'un jour, j'habitais à côté de la rue Montorgueil à l'époque, et puis il y avait mon lit comme ça dans ma chambre, et la fenêtre donnait sur le ciel. Et un jour, j'étais assez déprimée. Les vraies idées noires, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça, c'était dû à quoi? À des chagrins d'amour? Je crois que c'était dû à j'arrivais pas à dépasser cette sensation d'étouffer dans ce monde. Oui. Et j'ai dépassé cette sensation le jour où j'ai connecté au champ quantique, à cette pure potentialité. Je crois que là, c'est comme si j'étais sortie de l'eau, j'ai pris une grande respiration et j'ai dit, c'est bon, je peux y retourner. Bon. C'est un peu ça la sensation. J'entends, mais moi, j'aimerais quand même comprendre quelque chose. Maintenant, tout se fait par Internet, tout se fait à distance. Vous arrivez à rentrer à distance en méditation. Il faut que vous m'expliquiez comment vous faites. En fait, je suis énergéticienne. Donc, ce que je regarde chez la personne, c'est le champ énergétique, le champ vibratoire. Mais vous avez un rituel, quelque chose? Oui, j'ai mon propre rituel qui est de me mettre en méditation. Maintenant, ça me prend quelques secondes. Oui. Qui est de me mettre en méditation en un claquement de doigts et d'élever le niveau vibratoire jusqu'au champ quantique. Mais qu'est-ce qui se passe en vous, justement, quand ce silence que vous atteignez, si je comprends bien, Oui, c'est une plaque devient de silence. vivant? Qu'est-ce qui se passe à Je me l'intérieur de recule. vous? Moi, je deviens neutre. Je fais le canal. Je fais le travail du lien entre la personne en face de moi, ou moi, hein, je le fais sur moi aussi, hein. Oui. Donc, enfin, jusqu'à une certaine mesure. Oui. Donc, la personne en face de moi, le champ, et moi, je suis là pour discuter. Et cette pratique, elle vous protège à vous? C'est-à-dire? Est-ce qu'elle vous protège? Est-ce qu'elle vous recharge? Est-ce que le fait de pratiquer cette méditation comme ça, souvent, ça vous fait du bien à vous? Oui, ça m'aligne. Oui, c'est sûr que ça me fait du bien. Oui, c'est sûr. Et que diriez-vous des gens qui n'arrivent pas justement à rentrer dans ces méditations, ou bien qui ne comprennent pas ce champ quantique, ou bien qui se disent mais de quoi elle est en train de nous parler en fait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Expliquez-nous concrètement comment ça s'apprend et pourquoi finalement ce sont des choses qui sont vérifiées. Alors, c'est vérifié parce que c'est la physique quantique qui le prouve aujourd'hui, et beaucoup de chercheurs scientifiques. Ensuite, comment ça s'apprend? Il y a plein de méthodes pour apprendre les méthodes de méditation classique. Le yoga peut enseigner comment élever le niveau vibratoire. Tout ce qui permet d'élever le niveau vibratoire permet d'accéder au champ. Après, il faut apprendre la neutralité pour ne pas partir, et surtout l'ancrage. Ouais. En fait, il faut travailler son ancrage, la neutralité en soi. C'est un travail quand même personnel de silence, de faire le silence en soi. Et puis ensuite... Mais cette méditation, est-ce que finalement c'est un moyen de fuir et de résister à ce monde qui va très vite? Alors, fuir, non. Non, pas fuir. Résister, non. Je dirais pas résister, je dirais prendre une respiration et revenir. C'est plus... Et méditer, c'est aussi c'est comme dormir. Vous allez dormir, vous revenez. Oui, sauf que c'est pas naturel de méditer. On apprend à le faire. Ça arrive à un moment donné de notre vie, dormir, tout le monde dort. Tout le monde ne médite pas. Est-ce que méditer, finalement, c'est aimer? Je ne peux pas parler pour tout le monde. Pour moi, méditer, c'est connecter. Connecter. Se connecter. Connecter à soi-même, se connecter aux autres. Ouais, c'est plutôt alors, qu'est-ce que c'est aimer? Oui. C'est connecter.
Oui. Voilà, c'est C'est ça. exactement ça, en fait. Donc, si méditer, c'est se connecter, aimer, c'est se connecter, on peut faire un lien et se dire ça. Mais en réalité, aimer, c'est pas en méditant. Je crois qu'on va aimer en allant vers l'autre. C'est par la relation. En tout cas, moi, j'exprime l'amour par la relation à l'autre, dans la relation. À quoi ressemble votre journée type, Rivka? Alors, ma journée type, c'est que je me réveille assez tôt, vers 4-5 heures du matin. Pourquoi? De manière spontanée, comme ça? Oui, parce que déjà, je me couche tôt. Mais aussi, je me Vous réveille n'êtes pas vers une 4. clubeuse, vous, alors? Pas Non, du tout. Non. Je me réveille vers 4, ou alors si, mais pour étudier, avec plaisir, le soir, la nuit. Mais sinon, je me réveille 4, 5 heures, 6 heures du matin, tranquillement. Et je vais méditer, justement, pour faire le lien, pour m'aligner, une forme de programmation, pour voir si je vais bien. Enfin, je me check. Et puis, je commence ma journée et j'adorerais que les gens se lèvent à 6 heures du matin parce que j'ai envie d'appeler des gens, de commencer à travailler. Et puis finalement... Mais non, c'est trop tôt en fait. C'est beaucoup trop tôt. Donc je vais écrire ou alors je vais dessiner un prochain bijou ou bien... Voilà, vous avez des gestes quotidiens sacrés? Un geste sacré? Peut-être je fais ça? Non, même pas. Pour la méditation? Qu'est-ce que je fais en méditation? Je sais pas. Oui, je sais ce que c'est. Oui. Mon geste que je refais tout le temps, mais je ne le fais pas exprès, mais je sais qu'il revient tout le temps, c'est celui-ci. Voilà. Je me surprends à avoir les mains comme ça. Et ça veut dire quoi? Je ne sais pas, ça ne veut rien dire. Je me surprends, voilà, c'est tout. Mais je n'ai pas de geste. Et vous vous ressourcez comment, vous? Je me ressource par le rire, quand je rigole, avec les autres, avec les gens. Ça, c'est une thérapie, le rire? Ouais. J'adore rigoler. Je me ressource par le rire, par l'amour, l'amitié, par la créativité. Voilà. Il y a une expression que vous avez employée lorsque l'on s'est vu, c'est habiter sa vie. Qu'est-ce que vous voulez dire par habiter sa vie? Je ne me souvenais pas de ça. Habiter sa vie, c'est la vivre et pas la survivre. C'est l'intégrer. Je vois plein de gens qui sont à côté. Ils marchent là, tu vois leur aura, elle est juste à côté. Donc j'ai envie de leur dire, rentre dans ton corps, intègre ta vie, regarde qui tu es, accepte, vis. Et ça, des gens comme ça, il y en a beaucoup? Plein. Qui vivent à côté de leur vie? Plein. Qui passent à côté de leur vie, finalement? Je ne sais pas s'ils passent à côté, mais ils sont tout le temps dans des projections de leur vie au lieu de l'intégrer. Et j'étais peut-être comme ça avant, parce qu'aujourd'hui, je le vois chez l'autre. Donc c'est probablement que je l'ai été aussi. Mais en tout cas, j'ai envie de leur dire, rentre à l'intérieur du corps et habite ta vie. Viens l'habiter, l'enrichir. Merci beaucoup Rivka Namias pour ce voyage au cœur de la Merci. spiritualité, d'avoir partagé votre récit sincère et inspirant. Votre parcours illustre la richesse et la diversité que les chemins peuvent emprunter et puis finalement pour réaliser et se réaliser pleinement à travers un engagement et puis vous contribuez finalement à rendre les gens heureux et à se sentir mieux. Merci à vous d'être venus ici et à nous avoir parlé de ce Healing Treatment. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Valérie, merci. C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.